Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, on regarde dans notre assiette. À l'ère des scandales sanitaires, l'alimentation bio n'est plus l'apanage de quelques écolos convaincus et se retrouve victime de son succès. Le bio se démocratise et s'industrialise. Le vrai du faux du bio, ce soir dans votre émission. Et tout de suite, l'édito. Vous êtes de plus en plus nombreux à acheter des produits bio parce qu'on vous dit que c'est bon pour votre santé et pour la planète. La bio, comme la green attitude, est une consommation à la mode ou un mode de consommation. Le bio est devenu un marché prospère et l'augmentation de la demande des consommateurs menace-t-elle la qualité et l'esprit même du bio? Profite-t-il ce bio aux agriculteurs qui le produisent? Vouloir manger sain implique aussi de diversifier et surtout de consommer local. Le consommateur sait-il vraiment comment sont produits ces aliments désormais dans leur phase industrielle et surtout qu'ils sont produits souvent à des milliers de kilomètres de l'étal où ils sont vendus. Le bio est trop cher, entend-on souvent. Vrai ou faux? En tout cas au Maroc, alors que le plan Maroc vert arrive à mi-chemin, le bio reste un des parents pauvres de ce plan structurel d'un secteur qui pèse, rappelons-le, 14% de notre PIB. Le vide juridique se transforme en véritable terreau où prolifèrent des pratiques malheureusement douteuses. L'agriculture bio et le business du bio est le thème de notre émission aujourd'hui que nous allons discuter en compagnie de mes invités ce soir. Tout d'abord, Slim Khbaj, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'un groupe de distribution de produits bio, également franchisé. Bienvenue. Merci de votre invitation. Également sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir professeur Rachid Hamimez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur-chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire à Rabat. Bienvenue à vous aussi. Et par téléphone, j'ai le plaisir d'établir le contact avec Badr El Fertas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur technique dans un organisme de contrôle et de certification de produits bio. Bienvenue à vous aussi depuis Rachidia, si je ne me trompe. Oui, c'est vrai. Alors tout d'abord, messieurs, et pour nos téléspectateurs, bon, on parle de bio, il y a beaucoup d'amalgame par rapport à ces produits. Juste une brève introduction peut-être en définissant qu'est-ce que l'agriculture bio comme un mode de production qui a recours à des pratiques culturelles, bien évidemment, et d'élevage soucieuse du respect des équilibres naturels. Ainsi, ce modèle de production exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, les OGM, et limite l'emploi d'intrants. Mais à quel point parlons-nous, messieurs, de degré zéro de produits de synthèse? Professeur Hamimez. Oui, degré zéro de produits de synthèse, bon, disons que il y a dans la réglementation internationale, on distingue différents niveaux de bio. Vous avez le bio à 0% de produits chimiques, mais vous avez ensuite le même produit avec un certain degré, et au-delà de ce degré, bon, c'est plus du bio. Donc la réglementation distingue ces Quel est le seuil, justement? Quel est le seuil pour qu'un produit bascule d'un produit bio à un produit pas bio? Pourcentage négligeable. Négligeable, oui. Oui, mais juste pour avoir une idée pour nos téléspectateurs. Oh. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un pourcentage? Oui. Est-ce qu'on parle de milligrammes, professeur? Non, un pourcentage, il faut compter 6, 7, 8%. Au-delà, c'est plus du bio. 7%, 8% du produit. Oui. Très bien. Alors, quand on parle de bio, on voit que, comme je l'ai cité dans mon édito, le bio se démocratise. Est-ce que ce n'est pas un risque? Est-ce que ce n'est pas un risque pour qu'on, finalement, maintienne le modèle bio, Slim Khbaj? Écoutez, on peut prendre le problème de différentes facettes. On peut chipoter sur la partie négligeable ou pas de produits chimiques. Le bio a été créé et s'est installé contre les produits conventionnels. Ça veut dire simplement ce sont des produits qui sont sans pesticides, sans produits chimiques et sans OGM. Ça, c'est le fondement même de la création du bio. Et la réglementation bio qui s'est installée
au Maroc ces dernières semaines. Nous allons en parler plus tard, mais nous allons d'abord parler de la réglementation dans le monde. Mais ma question s'attelle justement à cette question, parce que la demande est clairement orientée à la hausse. Est-ce que l'offre d'abord suit la demande, ne serait-ce que dans le monde, d'abord avant de parler du modèle marocain? Et est-ce que finalement on ne risque pas de s'éloigner un peu de l'esprit même du bio? Ben non, justement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Le consommateur dont vous parlez vient au bio parce qu'il sait, il est conscient qu'il n'y a pas de produits chimiques et qu'il n'y a pas de pesticides, et que donc il n'y a pas tous les soucis qui viennent avec ça. Et donc, je parlais de la réglementation parce qu'elle garantit le fait qu'il y a quasiment zéro pesticide. Professeur Hamim va jusqu'à 6-7. C'est une idée à lui, mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité... idée à lui, c'est un expert. Après, effectivement, il fait des recherches dans l'agroalimentaire et en l'occurrence dans le bio. Non, il n'y a pas de 7%, je suis désolé. C'est un ami, mais je le contredis ouvertement. Il n'y a pas de 7%, c'est négligeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'agriculture biologique... Vous savez quoi? Nous avons un certificateur avec nous en ligne, par téléphone, Badr Fertas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un seuil, que ce soit pour les réglementations internationales, bien naturellement, où le produit peut basculer d'un produit bio à un produit non bio? Alors, premièrement, il faut différencier entre la production végétale et la transformation dans ce pourcentage-là. Très bien. Lorsqu'on parle de la production biologique, la présence des produits non autorisés, c'est interdit. Hein. Donc, il ne faut pas trouver des traces, même des traces des produits de pesticides. S'il y a des traces, donc le produit n'est plus biologique. Il n'est pas conforme. Et s'il y a même donc c'est zéro trace. On parle de pesticides, zéro trace de pesticides. Oui, oui. Qu'en est-il des autres produits chimiques, justement? Alors, concernant la production végétale, c'est zéro trace de pesticides. Donc, c'est interdit d'utiliser des produits chimiques. Pour les produits transformés, on a le droit d'utiliser à peu près 5% des conservateurs ou bien des colorants ou bien des arômes qu'on ne peut pas les trouver biologiques. Donc, la réglementation internationale nous a donné le droit d'utiliser jusqu'à 5% au maximum des produits, mais les produits qui sont annexés dans un annexe des règlements internationaux, bien sûr. Hein. D'accord. Donc, puisque vous insistez sur cette partie de réglementation, nous allons en parler avant de parler des chiffres du bio dans le monde. La réglementation du marché bio. Alors, dans le monde, en 2015, on a soulevé qu'il y avait plus ou presque 2,5 millions d'exploitations agricoles qui ont été certifiées bio dans le monde. En tout, 87 pays dotés d'une réglementation pour l'agriculture biologique. Quelle est la différence entre un label bio et une certification bio? C'est la même chose. C'est la même chose. La certification bio conduit à un label bio que vous retrouvez sur un produit, soit packagé, soit des produits en vrac, soit végétal, soit produit animal. Et donc ce logo garantit au consommateur, quand il le voit, il garantit que le produit a zéro produit chimique à l'amont. Maintenant, la réglementation, c'est un ensemble de cahiers des charges qui va démontrer qu'il n'y a pas de produits chimiques et qui va permettre à l'agrobiologiste, à l'agriculteur de dire ça je le fais, ça je le fais pas. C'est ce que disait M. Badr Fertas. Il y a des annexes qui disent ces produits vous pouvez les autoriser, ces produits vous pouvez pas les autoriser. Et les produits autorisés sont des produits en général naturels. On essaie d'éviter les produits chimiques. Maintenant, le certificateur est là pour justement contrôler qu'il n'y a pas eu d'additifs, de conservateurs chimiques et qui fait que voilà, le label bio correspond à une réglementation qui donne confiance aux consommateurs. Pourquoi j'ai insisté sur ça par rapport à ce que disait le professeur Ahmed? Il ne faut pas qu'on confusionne ou qu'on mette de la confusion. Le bio, c'est zéro. S'il y a quelque chose, s'il y a des traces et si on fait des analyses, on a un problème avec ce produit. Et souvent, il est non conforme. Quand on parle de légumes, donc on parle de légumes bio, est-ce qu'on parle de viande bio aussi? Oui. Si oui, comment? Quels sont les facteurs qui font qu'une viande est bio? Alors on sait maintenant, pour les légumes qui ne sont pas transformés ou légumineuses, qu'il y a 0% de pesticides, en tout cas 0% de produits chimiques. Qu'en est-il pour les viandes? C'est pareil, quand on parle de viande bio, il faut d'abord s'intéresser à l'alimentation de la vache ou du bœuf. L'alimentation qui doit être une alimentation biologique, c'est-à-dire qui est soumise aux conditions du bio. Ensuite, vous avez tout ce qui est vaccination, traitement et tout ça, où là, on ne doit pas
recourir à des traitements, des antibiotiques ou des traitements chimiques ou des hormones de croissance. Et donc, il faut là développer des traitements naturels, donc de type biologique. Et là, votre viande, elle est bio. D'accord. Alors, je m'adresse à Badr Fertas. Quelles sont les principales régulations internationales aujourd'hui qui régulent ce marché du bio? Alors, lorsqu'on parle de l'agriculture biologique, on peut parler de différents cahiers de charges et différentes réglementations internationales. Donc, ce jour-là, on peut parler de la réglementation européenne 834-07. Donc, c'est la réglementation européenne. On a la NOP, la National Organic Program, c'est la réglementation américaine. On a aussi la JAS, c'est la réglementation japonaise. Et dernièrement, on a notre propre réglementation marocaine, qui est la loi 2902, donc qui réglemente la production biologique au Maroc. Alors, quand on parle du modèle marocain, vous faites partie d'un organisme qui donne des certificats de conformité à ces produits biologiques. Sur quelle réglementation vous basez-vous? Sur quelle réglementation? L'européenne, l'américaine ou la japonaise? Pour le moment, au Maroc, on certifie selon la réglementation européenne et américaine. Et on a quelques opérateurs qui certifient selon la réglementation suisse, la bio suisse. D'accord. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces réglementations, justement? Le principe est le même. Donc, la non-utilisation des produits chimiques, il y a quelques différences concernant des détails. Par exemple, la période de conversion. Donc, on sait très bien, pour certifier un verger bio, il faut passer par une période de conversion qui varie entre 2 ans à 3 ans. La réglementation européenne dit 2 ans pour les cultures annuelles et 3 ans pour les arbres fruitiers, mais la réglementation américaine exige 3 ans pour tous les types de cultures. Il y a des détails, donc le principe est le même. Le principe est le même. Alors, quand on parle, vous avez, Badr Fertas, vous avez évoqué un point très important, celui des produits transformés. Moi, je m'adresse à Slim Khrbache, puisque vous êtes distributeur, n'est-ce pas, de produits bio au Maroc. Je pense à ces emballages alimentaires. Donc, une idée en préparant cette émission qui m'a interpellée. Les emballages alimentaires ne contiennent-ils pas des produits chimiques qui peuvent contaminer les aliments? Alors, bio n'a rien à voir avec l'emballage. Le bio, c'est le produit qui est certifié par le certificateur. Non, mais il est emballé. Vous permettez, j'arrive. Il est emballé. Les produits d'emballage qui sont utilisés au Maroc et dans le monde sont des plastiques alimentaires. Souvent, dans l'agriculture, on met des plastiques perforés qui permettent de conserver le produit. Mais ce sont des plastiques. Maintenant, la tendance nouvelle de laquelle vous parlez, qui est plastic free, pas de plastique du tout. C'est une nouvelle tendance qui est en train d'apparaître en Europe et aux États-Unis. Il y a des magasins qui ouvrent sans aucun plastique. Il faut que la réglementation le permette. Oui, non, je n'évoquais aucune tendance. Je voulais juste savoir, est-ce que ces produits peuvent toucher à ce produit bio qui est sorti? Les plastiques sont choisis, sont sélectionnés, sont vendus comme des plastiques alimentaires, sans contaminants particuliers. Donc, en principe, donc, ce que vous dites, c'est que ce qui est vendu dans un emballage en plastique, c'est sûr qu'il n'est pas contaminé. C'est ça. Professeur Hamimaz, peut-être qu'il veut juste réagir à cela. Je vous en prie. Oui, non, donc je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Khrbache. Il faut simplement savoir pourquoi on consomme le bio, pour comprendre quel type d'emballage on utilise. Alors, on consomme le bio, jusqu'à maintenant, toute la discussion implicitement pose la question de la santé. C'est-à-dire, on consomme le bio pour des raisons de santé. Il n'y a pas que cette raison. Absolument. Et cette raison n'est peut-être même pas la plus importante dans les pays occidentaux. Il y a une autre raison. C'est la préservation de l'environnement. Tout à fait. Préservation de l'environnement. Et la préservation de l'environnement impose de mettre en place des emballages qui respectent cet environnement. Donc, des emballages qui sont biodégradables, par exemple, qui ne contiennent pas de produits chimiques qui peuvent contaminer les produits dans lesquels sont emballés ces produits bio. Contaminer la nature, parce que le consommateur. Non, avant la nature. Je parle vraiment des produits bio. Nous allons parler de cet aspect. Nous allons parler de cet aspect environnemental également. Oui. Mais est-ce que ces produits-là, comment on peut être sûr que si on consomme un produit bio qui est vendu dans un espace de produits bio, n'est pas contaminé? Oui, il n'est pas contaminé parce que les plastiques ne sont pas des produits qui vont contaminer. C'est des produits, des plastiques alimentaires
qui sont étudiés par les spécialistes, notamment de l'ONSA au Maroc, et on fait très attention à ça. Non, mais au-delà du Maroc, on sait pertinemment que même les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau, il n'y a pas d'eau bio ou pas d'eau bio, contaminent l'eau. Il y a des résidus de produits chimiques dans l'eau que nous consommons dans des bouteilles d'eau en plastique. C'est prouvé scientifiquement. Alors, la bouteille d'eau que vous mettez au soleil, pendant un certain temps, finit par toucher l'eau. C'est un autre problème. Non, je ne parlais pas de cela. Maintenant, on ne se comprend pas peut-être. On parle, le fond du problème, c'est quoi? Aujourd'hui, au Maroc, moi, je suis contre le plastique. Moi, c'est ma décision personnelle et c'est de ma responsabilité. Je n'ai pas d'autre choix aujourd'hui de packaging que ça. C'est comme ça. Le plastique végétal dont parle le professeur, moi, j'aimerais bien. Il n'existe pas sur place, il faut l'importer et ça va augmenter le prix du produit. Est-ce que le consommateur va payer plus cher pour le bio et il va payer plus cher s'il n'a pas le choix, parce que souvent, des gens qui consomment le bio sont des gens malheureusement malades et qui ne doivent ingérer, notamment des malades de cancer, qui ne doivent ingérer en tout cas pas du tout de produits chimiques. Oui, alors il y a certainement. Donc, mais nous allons parler d'environnement, parce que je suis d'accord avec le professeur. Alors c'est intéressant que vous évoquiez cette question de l'environnement, puisque nous parlons de produits bio qui parcourent, je le disais dans mon édito, messieurs, qui parcourent des milliers de kilomètres pour être acheminés vers des étalages où on vend des produits bio. Est-ce que c'est environmental friendly? Est-ce que c'est respectueux de l'environnement, justement, avec tout ce qui est consommé comme carburant pour les faire acheminer d'un point A au Venezuela, je dis peut-être, au Venezuela, et commercialisé en Espagne ou au Maroc? Je vais vous poser une question. C'est quoi l'alternative? Ici, c'est moi qui pose les questions, si vous le permettez. On est en train de réfléchir ensemble. C'est quoi l'alternative? Si le Maroc avait tous les produits bio que nous avons dans un magasin bio au Maroc, tous, c'est-à-dire 3000 produits différents, moi j'adorerais. Mais l'esprit du bio, c'est de consommer local aussi. Il n'y a pas que le 0% de produits chimiques. L'esprit du bio, c'est beaucoup de choses, comme disait le professeur Hammes tout à l'heure. Il y a différents niveaux. Aujourd'hui, nous sommes partis déjà sur rendre les produits bio disponibles aux consommateurs marocains et beaucoup nous remercient. Donc déjà, c'est disponible. Ensuite, on va attaquer la partie packaging. J'espère qu'on va trouver des solutions avec des produits biodégradables. Ensuite, on aimerait bien des produits locaux, mais mieux que ça, des produits locaux à 100 km à la ronde autour du magasin. On aimerait bien. Ça n'est pas possible aujourd'hui. Le Maroc produit combien? Le magasin dont vous parlez tout à l'heure, dans lequel nous distribuons, nous avons commencé il y a 8 ans, nous avions 0, quelque chose % de produits marocains. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Nous sommes en train d'y aller petit à petit. Au fur et à mesure que les producteurs, les opérateurs amènent des produits sur le marché, nous les prenons. Mais il y en a beaucoup que nous n'avons pas sur le marché. Alors là, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Je vous la pose à vous, mais je la pose à tout le monde. Est-ce qu'il vaut mieux consommer bio ou consommer local? La réponse, elle n'est pas simple. La réponse, elle n'est pas simple. Et les deux ensemble, aujourd'hui, ça n'existe pas. Dans d'autres pays, et en l'occurrence, si on rejoint les chiffres mondiaux du bio, sur les superficies cultivées, n'est-ce pas, Salah Khalayoun en régie, il y a presque 58 millions d'hectares dans 178 pays cultivés. Il y a eu une progression absolument exceptionnelle. En 15 ans, ce marché a été multiplié par 4. Dans le top 3 mondial, nous en sommes loin. L'Australie, avec ses 27 millions d'hectares consacrés au bio. L'Allemagne, ou à la culture bio, à cette filière. L'Allemagne, 3 millions d'hectares. Et la Chine, 2,3 millions d'hectares. Donc, effectivement, est-ce que c'est le fait que nous n'ayons pas vraiment de régulation? Est-ce que finalement, il n'y a pas assez d'accompagnement pour qu'au Maroc, on n'ait pas, je ne parle même pas de ces chiffres-là, mais on en est très loin. Mais qu'est-ce qui fait que? C'est là la question. Professeur Hammes. Professeur Hammes. C'est une question importante que vous posez là, sur les raisons de la non-consommation du bio au Maroc. La production plutôt. Oui, alors oui, mais la production, elle est tirée par la consommation. Vous voyez, s'il y a une demande, on produit. S'il n'y a pas de demande, on ne produit pas. On importe. Oui, voilà, mais la production nationale. Or, ce qui se passe ici au Maroc, c'est que il y a des freins à la consommation du bio qu'il faudra lever. Alors, un des principaux freins, c'est le degré de conscience du bio. Qu'est-ce que c'est le bio? Quels sont ses enjeux, ses implications, etc. Et il faut dire que la conscience chez le consommateur est faible encore, relativement, à d'autres pays.
elle est relativement faible. Et donc, bien évidemment, à partir du moment où il y a cette conscience est faible, l'offre ne suit pas, ne peut pas se développer. Hein. L'autre frein important, bien sûr, c'est le prix, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais bien avant le prix, c'est ce que je viens de vous dire. C'est cette conscience des problèmes, de l'importance du bio et de ce qu'est le bio. D'accord. J'aimerais me tourner vers Badr Fertas. On parlait de quelque chose de très important. Et j'aimerais qu'on parle vraiment, qu'on se focalise sur le Maroc en deuxième partie d'émission, messieurs, si vous le permettez. Badr Fertas, quand on parle de ce qui est distribué, justement, donc vous contrôlez la production, c'est cela l'organisme pour lequel vous travaillez, vous délivrez des certificats pour les contrôles de production, n'est-ce pas? Alors, concernant la certification, on peut certifier des opérateurs, soit des producteurs, ou bien transformateurs, ou bien distributeurs. Donc, on peut contrôler toute la chaîne de production, même jusqu'à la distribution. Très bien. Alors, puisqu'on parlait de produits qui peuvent être, ou en tout cas de résidus de produits chimiques, est-ce qu'aujourd'hui, vous contrôlez des produits qui sont importés au Maroc? Les produits, oui, on peut contrôler quelques ingrédients utilisés ici dans la transformation. Par exemple, on peut contrôler l'importation des semences biologiques de l'Europe et la production de ces semences ici au Maroc. Donc, on peut contrôler aussi l'importation des produits. Oui, mais à quel moment on peut dire que, par exemple, sur cette chaîne, depuis la production jusqu'à la vente, à quel moment vous, en tant que certificateur, vous pouvez dire que ce produit n'est pas propre à la consommation, en tout cas au label bio? Alors, donc, le contrôle des produits biologiques, ça commence par la production. Donc, on peut contrôler la production. On peut juger comme quoi le produit est conforme ou pas. Oui, mais si on parle de l'importation, on ne se comprend pas peut-être. Est-ce que les produits importés sont soumis au même contrôle que la production, que ce produit au Maroc? Oui. Donc, on peut contrôler les produits importés aussi en se basant sur les certificats d'origine, donc les certificats des producteurs là-bas en Europe. Aussi, on peut faire des échantillons pour s'assurer de la non-contamination des produits importés. Et oui, donc les produits importés sont objets de certification et de contrôle aussi. Très bien. Est-ce que l'ONSA fait partie de ce processus de contrôle, Slim Krbaj? Tout à fait. Jusqu'à ce que la réglementation marocaine sorte, l'ONSA ne faisait pas partie du système puisqu'elle répond à une réglementation, à une loi. La loi 39-12 a permis de mettre en place les premiers éléments. Les textes d'application sont sortis. Aujourd'hui, l'ONSA fait partie du circuit et va entamer un certain nombre de contrôles de produits contrefaits ou de produits de contrebande. Donc ça ne se faisait pas avant dans le passé? Ça ne se faisait pas parce qu'il y avait un vide juridique. Maintenant, les distributeurs font attention à ce qu'ils distribuent. Mais le vide juridique, c'est-à-dire le contrôle et l'inspection ne se faisaient pas. Très bien. Maintenant, elle va se faire. OK. Juste pour Il y a une question que vous avez posée sur laquelle j'aimerais revenir, c'est les freins. Bien sûr, je vous en prie. Les freins au développement. Ça, c'est une question nous allons y revenir sur bien. vos recommandations, enfin, parce que je veux vraiment qu'on se focalise là, qu'on mette un peu les choses au clair concernant ce marché du bio. Pourquoi aujourd'hui nous ne disposons pas de chiffres du bio au Maroc? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est vendu? Combien on a vu que les chiffres sont vraiment astronomiques hein, dans le monde, entre production et même consommation. Combien consomme-t-on aujourd'hui de bio au Maroc et combien en produisons-nous? Juste pour introduire, énorme au niveau mondial, il faut relativiser. La production agricole au niveau mondial, c'est 1,2% de l'agriculture mondiale. C'est très peu. Il faut relativiser. Maintenant, la croissance, et je suis d'accord avec vous, est énorme. Oui. Donc on peut imaginer que dans les années à venir, ça va prendre une large part de toute l'agriculture et donc de la consommation. Pour le Maroc, on n'a pas de chiffres parce qu'on n'a pas encore établi même les indicateurs. Il va falloir passer par une phase de définition des indicateurs, justement d'ailleurs avec les chercheurs. On a un projet au niveau de la Fédération du bio pour quels indicateurs on va choisir pour le Maroc. La surface agricole, la consommation, c'est très difficile. On peut trouver la distribution. En matière d'export, on a des chiffres. Justement, au niveau de l'export, on a des chiffres qui sont établis par l'EACCE, qui est un organisme qui contrôle tout ce qui est exporté. Donc là, on a des chiffres. Mais à l'échelle nationale, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'en matière de distributeurs, nous voyons une augmentation entre 10 et 20%, voire 25%, depuis à peu près 7 ans.
Mais ce n'est pas un indicateur national. En 7 ans, 20%. À peu près. Pour donner un exemple, en France, c'est chaque année une évolution, une croissance de 20% du chiffre d'affaires, ou en tout cas du marché français du bio. Messieurs, nous allons revenir à la discussion, et notamment au cas du Maroc, juste après cette courte pause de publicité. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir à nouveau. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat, consacré ce soir au business du bio. Alors, maintenant, messieurs, je vous propose que nous y voyons un peu plus clair dans notre marché marocain. Avant la pause pub, je rappelle quelques chiffres. Par exemple, pour ce marché français du bio qui pèse 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une progression de 20% annuellement. Parmi les pays les plus demandeurs du bio, on retrouve bien sûr les États-Unis, c'est toute une philosophie du bio, l'Allemagne, la France, que je viens de citer, et puis aussi la Chine. Et d'ailleurs, les surfaces consacrées au bio en Chine sont absolument pharaoniques. On parle de millions d'hectares, 2,3 millions d'hectares de culture bio en Chine. Parlons à présent du Maroc. Avant la pause de publicité, on disait qu'il n'y avait pas de chiffres parce que justement, il n'y avait pas de régulation. Juste pour rappel, le 8 mars dernier, le Conseil du gouvernement a adopté le décret de 1813 qui donne concrètement le coup d'envoi à la subvention de la certification des produits agricoles biologiques et complète ainsi l'arsenal juridique et réglementaire concernant cette fameuse loi 3912 relative à la production biologique. Donc, juste pour rappel, cette loi a été promulguée en 2013, il y a 5 ans. Mais les textes d'application n'ont toujours pas été tous, en tout cas, adoptés. Bien naturellement, ça a un impact non seulement sur la production, mais aussi sur d'autres volets. Aujourd'hui, Slim Krbash, vous êtes donc dans le domaine depuis 8 ans, c'est cela ? Donc l'évolution est positive, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, pourquoi, depuis 8 ans que vous en tant que professionnel, vous êtes dans le secteur, pourquoi depuis le temps on n'a pas de réglementation? Pourtant, quand même, beaucoup de Marocains sont demandeurs, surtout pour des raisons de santé. Alors, on va relativiser, si vous permettez, et je réponds à votre question. En Afrique, aujourd'hui, les pays qui sont réglementés en termes de bio, il n'y en a pas beaucoup. Il y a essentiellement la Tunisie, quelques pays africains. Donc le Maroc, c'est vrai, est en retard par la Tunisie, réglementation en 99, nous venons à peine d'adopter les textes. Mais par rapport à d'autres pays, on avance. Donc surtout que nous sommes 2 pays, vous citez l'exemple tunisien, nous sommes 2 pays qui s'appuient beaucoup sur l'agriculture et à l'export notamment. Maintenant, je rends grâce au ministère d'avoir fait les efforts, les textes d'application sont là. Il y avait un vide juridique, il est comblé. Néanmoins, les opérateurs se sont lancés dans le risque depuis bien longtemps. On n'a pas attendu la réglementation. Je connais des agriculteurs qui se sont lancés dans l'agriculture bio pour exporter en 87. Oui. Maintenant, la réglementation américaine, c'est en 2002. Il n'y a pas tellement longtemps. Maintenant, le Maroc est en train de courir. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut lever les freins. Vous avez posé cette question, elle est essentielle pour moi. C'est quoi les freins? Les freins, c'est la réglementation, c'est vrai. C'est la subvention. Les autres pays du Nord, ils sont subventionnés. C'est ce qui fait que le coût du produit à l'aval pour le consommateur est moins cher. Et c'est ce qui va arriver. Il faut structurer les professionnels. Il y a aujourd'hui une fédération du bio depuis 2-3 ans. Les associations qui sont à l'intérieur sont en train de beaucoup travailler et de militer. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Et moi, je suis convaincu que dans les années à venir, vous allez avoir des chiffres énormes. La deuxième chose que je voudrais dire, quand vous dites la France, elle a une croissance de, je ne sais plus combien vous avez dit. 20%. 20%. Ce n'est pas annuel. 20%, c'est les années dernières. C'est les dernières années. Oui. Ils sont passés par 25% il y a 20 ans. Ils ont baissé à 10% à la période de crise et ils sont en train de remonter à nouveau. Il faut dire que c'est des moyennes nationales. Non, mais surtout que ça coûte plus cher et automatiquement, sa consommation est réduite dans la foulée d'une crise financière. Merci. Donc ça, c'est d'autres aléas qui rentrent, beaucoup plus macroéconomiques. C'est aussi le prix. Le prix au consommateur est un frein. Néanmoins, il y en a qui se donnent les moyens pour des questions de santé et d'environnement de le faire. Il y en a beaucoup qui aimeraient y aller, qui n'y vont pas. Je pense que la subvention va baisser les prix. Mais également, un autre frein, c'est la production marocaine. Il faut qu'on produise marocain en termes d'agriculture, donc du vrac, mais il faut qu'on transforme. Alors, je posais cette question au professeur Hamimaz. Non, vous parlez de production, c'est intéressant. Alors, est-ce que se convertir au bio, n'est-ce pas pour un producteur marocain ou autre,
un vrai parcours du combattant en sachant que la période de reconversion est de 2 ans. Donc 2 ans, il ne vend à rien de sa production, il doit attendre. Il peut vendre en conventionnel. Il peut vendre comme si c'était du conventionnel. Comme si c'était du conventionnel. Mais il perd. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on encourage finalement cet agriculteur marocain à se reconvertir au bio? Oui. C'est vrai que la reconversion, c'est un acte difficile, nécessaire lorsqu'on parle de bio. C'est difficile pour le consommateur. Mais, je veux dire, ça fait partie, disons, de ce qu'un producteur doit faire. Hein. Donc là, il faut que l'État puisse mettre en place des dispositifs pour aider cet agriculteur qui veut passer à la reconversion. Donc là, il y a pas mal de... Par exemple, on pourrait s'inspirer des pays occidentaux. Il y a, par exemple, dans les pays occidentaux, ce qu'on appelle des aides à la conversion en bio. Des aides à la conversion, vous voyez. Il y a la prise en charge des coûts de certification, enfin une partie. Justement, on a un certificateur avec vous, Badr Fertas. Combien coûte une reconversion au bio? Combien coûte un certificat, finalement, pour un producteur agricole? C'est différent. Le certificat, ça diffère ça dépend aux exploitations, à la superficie à certifier. Non, mais par hectare, admettons. Par hectare, combien me coûterait, si moi je suis un agriculteur et je voudrais me reconvertir vers le bio, combien me coûterait l'hectare? Donc ça dépend aux journées d'audit. Donc on peut compter 7 000 dirhams journée d'audit. Donc l'auditeur, il peut visiter ou il peut contrôler 20 hectares ou 50 hectares dans une journée. Donc l'agriculteur qui a 50 hectares, il paie le même tarif que celui qui a 20 hectares. D'accord. Donc c'est la journée d'audit, c'est 7 000 dirhams ou 8 000 dirhams journée d'audit. Et combien aujourd'hui au Maroc il y a d'organismes comme celui pour lequel vous travaillez, Badr Fertas? Alors concernant les organismes agréés, selon la réglementation européenne, on a à peu près 5 organismes européens. Concernant la réglementation marocaine, on a un seul qui a l'agrément pour le moment, pour certifier ou pour contrôler selon la réglementation marocaine. 5 organismes européens et vous avez parlé tout à l'heure de réglementation suisse, également américaine. Est-ce que nous disposons aujourd'hui d'antennes, peut-être, d'organismes internationaux qui sont installés au Maroc ou pas? Oui. Donc, tous les organismes installés au Maroc, ce sont des organismes européens. C'est tout. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'Américains, pas de Suisses. Non, mais l'organisme européen, il a l'accréditation, il a l'agrément de certifier selon différents règlements internationaux. D'accord. Donc même le certificateur européen, il peut certifier selon la réglementation américaine. Ça suffit d'être agréé et d'accrédité par le ministère de l'Agriculture américaine. Alors, on parle de production, on parle... donc, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait vendre Slim Qbaj en conventionnel. C'est quoi le conventionnel? Conventionnel, c'est l'agriculture classique avec des pesticides, avec... non biologique. Donc pendant cette... Non biologique. Pendant la période de conversion, vous ne gardez pas votre production, vous pouvez la vendre au tarif du conventionnel, mais vous perdez la valeur ajoutée que vous êtes en train de mettre en place. Au bout de 3 ans, et c'est un gain pour le producteur, c'est ce qui fait qu'il peut aussi patienter, c'est que quand il vend en bio, il vend plus cher. Mais ça lui revient plus cher de produire aussi. Et ça lui revient plus cher. Nous allons revenir aux marges. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, professeur Hamimez? Par rapport à ce que disait notre collègue au téléphone, il faut bien comprendre une chose, c'est que la certification marocaine actuellement n'a pas de visibilité internationale. C'est-à-dire que vous pouvez certifier, ça ne vous donne pas le droit de rentrer sur les marchés européens. Vous voyez, il faut absolument avoir une certification européenne, c'est-à-dire de l'Union européenne ou de la France, et bien évidemment, pour les États-Unis, il faut avoir la certification de l'USDA. Donc, il n'y a pas... Ça, c'est capital, ça. Alors, pourquoi la certification marocaine n'a pas de reconnaissance? Bon, parce qu'elle est récente. Et puis parce que, et ça nous ouvre un grand chantier, parce qu'il y a une crédibilité qui a été remise en question. La crédibilité de l'État dans notre pays. La crédibilité de tout signe institutionnel, tout ce qui vient de l'État. C'est pas reconnu, le consommateur ne fait pas confiance.
s'il est connaisseur, eh bien, il va aller directement, il va chercher le logo européen ou le logo national. Le logo marocain, et moi, c'est ce que je disais à mes collègues qui ont travaillé à la FIMA Bio, qui ont travaillé sur sa question, il faut travailler pour restaurer la crédibilité. Très bien. Alors justement, parce que puisque vous parlez de crédibilité, je le disais un peu plus tôt, malheureusement, il y a des pratiques frauduleuses dans ce marché, parce que c'est un marché qui est quand même porteur. Est-ce que on peut aujourd'hui, vous êtes distributeur, est-ce qu'aujourd'hui on peut être confronté à ces pratiques? Est-ce que, et si oui, comment on peut, sans réglementation, encore une fois, sans loi, le consommateur ne peut... et lésé finalement? Jusqu'à aujourd'hui, la réglementation européenne était appliquée au Maroc, et donc les certificateurs comme Fartas certifier les produits avec la réglementation européenne. Est-ce qu'on certifie le distributeur aussi? Est-ce que le distributeur est certifié? Non, on certifie le produit. Oui, mais est-ce que le distributeur qui vend comme un producteur, comme un transformateur, est-ce qu'un distributeur est certifié Slim Le distributeur ne fait que distribuer un produit qui est certifié à l'amont. Lui, le porte vers le consommateur. D'accord. Donc voilà. Jusqu'à présent, c'était la certification européenne qui valait, y compris sur le marché marocain. Mais c'était toléré parce qu'il y avait un vide juridique. Et donc le consommateur reconnaissait le logo européen, la feuille avec les étoiles, et il disait, bon, ça c'est bio, où on avait l'attestation signée par l'auditeur. Depuis récemment, il y a un certificateur qui a été agréé sur la réglementation marocaine. Il y a un deuxième qui est en train d'arriver. Il est passé en commission nationale il y a quelques jours. Et il va y avoir d'autres qui vont arriver sur la place pour la réglementation marocaine. Maintenant, si vous voulez, un producteur veut exporter. La réglementation marocaine n'est pas reconnue à l'étranger, pour l'instant. Donc il va devoir mettre le logo européen ou américain ou suisse, c'est tout ce qu'on a dit. Très bien. Sur le marché marocain, c'est la réglementation marocaine et le logo marocain qui est nécessaire et obligatoire. Si moi je veux devenir distributeur de produits bio, je n'ai pas besoin de certification. Vous n'avez pas besoin de Moi, je suis journaliste. Demain, je veux vendre des produits bio parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour mon environnement. Je peux commencer à le vendre. Bien sûr. Donc, je n'ai pas besoin d'être certifié. Vous n'avez pas besoin d'être agréé. Et aujourd'hui, il y a plein de points de vente sur tout le Maroc qui sont supermarchés de quartier, qui sont magasins spécialisés ou pas, qui sont Mais il n'y a aucun contrôle, finalement. Ils vendent des produits... bio, parce que vous me dites que c'est étiqueté, pas tous les produits sont étiquetés. Il y a on retrouve des herbes aromatiques, on retrouve des carottes, des tomates, je ne sais, autres produits. Mais finalement, le distributeur, vous parlez de confiance, donc on fait confiance au distributeur. Non, votre question, vous la posez différemment. Maintenant, non, moi je parle juste pour le certificat. Non, le distributeur n'a pas à être certifié. S'il vend des produits dans un magasin, et s'il y a des produits où il y a marqué bio, il y a un organisme de contrôle qui s'appelle l'OTSA, qui aujourd'hui se repose sur une réglementation marocaine du bio et qui va venir contrôler si effectivement il y a une attestation, il y a un logo, il n'y a pas de triche. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire ces 10 dernières années, tous les produits qui ont été vendus, c'est selon l'éthique du distributeur. Absolument. Mais l'éthique, la question, vous l'avez amenée d'une certaine manière. Mais il y a 8 ans, quand nous, on a commencé... Non, mais la question est très simple, Slim Khoubaz. J'ai demandé, est-ce que le certificat est demandé pour le distributeur? J'y réponds, madame, tout simplement, et j'essaie d'être cohérent le plus possible. Depuis 8 ans, le bio n'intéressait personne au Maroc. Nous, quand on a commencé, les gens nous prenaient pour des fous. Et je connais un chercheur qui a même fait une étude de marché en disant, au Maroc, le bio, ça ne marche pas et ça ne marchera pas pour des raisons Beldi, pour des raisons, le Maroc, il n'y a pas de pesticides et toutes les croyances qu'on avait. Mais depuis 2-3 ans, effectivement, ce que vous disiez est vrai. Les gens commencent à s'intéresser au bio, et notamment les gens qui veulent frauduler, ils veulent tricher. Ils disent, il y a un marché, donc moi je vais amener, un camion de ce produit-là, et je vais le vendre. Et c'est pour ça que la réglementation était urgente, pour donner les outils de travail à l'ONSA, mais également à la fédération de professionnels, pour réagir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de signer une convention entre la fédération et l'ONSA pour qu'il y ait du contrôle. Il y a 2 types de fraude. Il y a la fraude de la contrefaçon, c'est un produit quelconque, on met un logo bio dessus, ou on met quelque chose qui a l'air très joli avec bio, et on dit c'est bio. Il va y avoir un travail de sensibilisation du consommateur pour expliquer que le logo Bio Maroc, c'est celui-là, Bio Maroc, El Maghreb Bio, c'est marqué, c'est dessiné, c'est précis, voilà. Maintenant, à part le logo sur les paquets, il y a une attestation et un document que le consommateur est en droit de demander. Je veux avoir la certification comme quoi ce produit, il est bio.
Oui, mais bon... Comme ailleurs dans le monde. Comme ailleurs dans le monde. Oui, mais quand on va faire des courses, généralement, voilà, on fait nos courses, on n'a pas à demander des certificats. Il doit y avoir quand même une relation de confiance entre le consommateur vous l'avez dit. Et le vendeur. Après, il y a une relation de confiance entre le distributeur lambda et le consommateur. Il y a une relation de confiance qui doit s'installer. Il y a des points de vente qui installent une relation de confiance. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Mais vous, en tant que franchisé, est-ce qu'il y a un contrôle aussi de la marque mère? Tout à fait. Comment ça se passe? Ils viennent régulièrement regarder. Ils suivent tout sur ordinateur parce qu'on est connecté sur ordinateur, sur le même logiciel. Ils vérifient ce qui rentre et ce qui sort. Mais nous, puisqu'on est distributeur, c'est notre métier. Avec combien de producteurs aujourd'hui? Marocains? Oui, marocains. Vous travaillez 35. 35 producteurs marocains. Produits. Alors, produits frais et produits transformés. Très bien. Cette question d'éthique que vous posez, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que la fraude alimentaire, la fraude sur ces produits risque d'annihiler tous les efforts qui sont faits sur le bio. Tous les efforts. Et donc, il faut absolument mettre en place des mécanismes de sanction, de contrôle et de sanction des fraudeurs. C'est fondamental. C'est fondamental et, comment dirais-je, la solution, les solutions sont celles-ci, mais la mise en place de ces solutions n'est pas une chose facile. À titre d'anecdote, moi je vais vous dire, moi personnellement, je consomme le bio. Donc, il y a une cohérence entre ce que je dis ou j'écris et ce que je fais. Mais pour trouver un producteur bio, je me suis levé j'ai mis du temps. Un producteur bio, un vrai producteur du bio, j'ai dû rechercher des garanties, rechercher des preuves qu'effectivement c'est un producteur bio. Et ensuite, j'ai commencé... Et vous êtes, pendant votre recherche, est-ce que vous avez été face à justement des fraudes de production, de distribution? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, quand il y a un vide juridique et qu'il n'y a pas d'application, parce que la loi, finalement, elle a tardé à venir. Le bio, comme disait Serbache, a commencé très tôt. On a même les premières tentatives de bio, c'était en 91-92. D'accord. Et la loi a suivi, ce qui n'est pas le cas des pays européens, où la loi, je dirais, va en parallèle avec les pratiques. Nous, c'est venu sur le tard. Et cette loi, il ne suffit pas d'avoir, comme disait un sociologue, on ne change pas une société par décret. Il ne suffit pas d'avoir une loi. C'est vrai. Il faut encore faut-il que cette loi soit appliquée. Et il faut déjà qu'on en sait plus. Est-ce qu'aujourd'hui, je me tourne encore une fois vers Badr Fertas qui est avec nous par téléphone depuis Rachidia où il est en mission actuellement. Badr Fertas, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est certifié, on peut être sûr d'être certifié à vie? La certification, donc, c'est une procédure annuelle, donc se base sur des contrôles annuels. On peut arriver jusqu'à 3 contrôles par an. Ça dépend aux analyses de risque attribuées aux producteurs. On a des producteurs qu'on peut les visiter plus que 4 fois par an. Donc, le fait d'être certifié, il faut maintenir la certification. Donc, le certificat est valide une année, donc il faut des visites de surveillance pour renouveler le certificat. Très bien. Et est-ce que quand vous parlez de certificat, une question assez naïve, ces certificats sont donc délivrés pour une durée d'1 an. Et si au cas où vous trouvez qu'il y a peut-être qu'il y a des résidus de produits chimiques. Est-ce qu'il y a un doute, par exemple, si le producteur d'à côté utilise des pesticides qui peuvent être juste amenés par les aléas climatiques, le vent ou la pluie? Alors, lorsqu'on reçoit une réclamation de détection des résidus de pesticides, on fait des visites d'investigation pour trouver la source de contamination. Donc, on fait des hypothèses. La première hypothèse, c'est l'utilisation des produits chimiques par l'opérateur ou par l'agriculteur, mais il y a d'autres hypothèses. Par exemple, la contamination durant le transport ou bien par le vent par un voisin. Et on fait des analyses du produit au niveau du verger, au niveau des zones tampons de voisinage afin de trouver la source de contamination et d'éliminer la contamination aussi. Très bien. Bon.
Revenons. Oui, oui, professeur. Non, vous disiez tout à l'heure une remarque à juste titre sur la confiance. Hein. Vous parliez de la confiance. Oui, oui. Du point de vue du consommateur, aujourd'hui, quelles sont ses stratégies pour s'assurer qu'il achète du bio? Eh bien, il y a le nom de l'enseigne qui joue un rôle important aujourd'hui, en absence de visibilité, je dirais, d'une loi, bon, elle vient de se mettre en place, mais de signes de qualité très... Donc, il y a la visibilité de l'enseigne. Mais c'est intéressant que vous souleviez ça, parce qu'il y a une grande enseigne, des produits bio qui sont disponibles sur les grandes surfaces, qui a été, disons-le, entaché par un scandale avec Monsanto, oui, par exemple, oui, des OGM. on est d'accord. Donc personne n'est à l'abri finalement, les grandes Non. ou les petites enseignes. Je voudrais parler, parce qu'il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Slim Khbaj, quelle part du prix d'achat revient aux producteurs aujourd'hui? 70 à 80%. 70 à 80%. Et qu'est-ce qui fait que ça revient plus cher pour le consommateur? Parce que lui est plus cher que le conventionnel. D'accord. Pourquoi? Parce que la conversion vers le bio coûte cher, la certification, mais également les travaux à faire. Quand vous regardez une ferme conventionnelle, donc avec des pesticides, c'est souvent monoculture, c'est très mécanisé, et puis pesticides. Donc les prix des pesticides ne sont pas énormes, et souvent ils ont même été subventionnés. Quand quelqu'un veut passer en agriculture biologique, il doit revoir, c'est vraiment une vision holistique, c'est-à-dire une vision intégrée de la ferme qu'il doit avoir pour revoir complètement sa manière de cultiver. En faisant attention à la fertilisation du sol, aux problèmes de désherbage et puis des problèmes de ravageurs, avec des produits naturels, avec des techniques naturelles. Alors que dans les pesticides, je vais dire c'est relativement facile. Je suis désolé, je ne suis pas agriculteur conventionnel, mais on sait... Vous êtes agriculteur bio? Je connais beaucoup d'agriculture, je sais faire beaucoup, je suis plutôt transformateur. Moi, j'aime bien rajouter de la valeur ajoutée pour le... Donc vous êtes transformateur de produits bio? Je suis transformateur de produits bio. Quelle est la marge des grands distributeurs aujourd'hui par rapport à ces produits? Alors ça, il faut leur demander. À l'étranger, on ne va pas parler du Maroc. Vous êtes franchisé? Je ne suis pas une grande surface. Moi, je suis un magasin spécialisé de petite taille, de 300 mètres carrés. Les grandes surfaces en France, et c'est connu, en Allemagne, ils font, alors quand ils sont généralistes, ils font du conventionnel et un peu de bio. En général, le bio est cher parce que c'est là où ils considèrent que c'est un produit d'appel. Dans un magasin spécialisé, ça n'est pas un produit d'appel, c'est le produit de base. Donc toutes les marges doivent être bien étudiées et bien analysées. Sur le frais marocain, les franchises dont on parle, ils essaient de réduire 15-20%. Parfois même l'agriculteur vient râler en disant c'est pas assez cher. Je dis, nous, on veut que le consommateur consomme du bio. C'est pour ça que quand on fait de la distribution en bio, ça ne peut pas être du business. Ça ne peut pas être du business uniquement. Si, quand même. Et ça ne peut pas être du business, mais c'est un business qui s'impose. Enfin, je veux dire, c'est un business du bio. Comme on parle du business de halal, vous allez me dire non, on ne peut pas parler de business de halal, c'est la même chose. Non. Dans le mot business, il y a deux choses. Business, on fait des affaires. C'est de la rentabilité. Je vais vous dire. Oui, mais attendez. Il n'y a rien de mal à cela. Si vous voulez faire de l'argent, mesdames et messieurs, ne faites pas du bio. Faites des choses beaucoup plus faciles. Le bio est très compliqué. Il faut le contrôler, il faut faire attention, trouver les bons partenaires. Le partenaire aujourd'hui, vous avez confiance, demain il a changé. C'est très très difficile comme métier. Maintenant, il faut équilibrer les budgets. Il ne faut pas perdre de l'argent dans la durée, sinon ça n'est pas durable. Voilà. Très bien. Moi, comme dans tout business, finalement. J'ai ma femme qui a fait les paniers bio pendant plus d'1 an. Elle s'est amusée, c'était passionnant. À la fin de l'année, je lui ai dit, tu as gagné combien par mois pour payer toi, le chauffeur et ta collègue? Elle m'a dit 3000 dirhams par mois, c'est tout ce qu'on a gagné. Oui. Dit, ça, c'est pas durable. Alors, au-delà de ces contraintes, y aurait-il un avantage économique au bio, professeur Hamimez? Un avantage économique, oui. D'abord, comme je vous l'ai dit, il y a la protection de l'environnement, ce qui est non négligeable, avec des conséquences positives sur l'environnement. Et donc la réduction de toutes les externalités négatives. Tout à fait. Il y a un livre que je suis en train de diffuser sur le bio. J'ai fait un chapitre sur le prix du bio. Le consommateur, quand il paye du conventionnel, il y a un tiers qui va au producteur, il y a un tiers qui va aux taxes, aux contribuables, il y a un tiers qui pénalise la nature. Quand vous payez un produit bio... Il y a un acteur que vous avez oublié, c'est l'intermédiaire.
Et il y a l'intermédiaire, bien sûr. Donc là, Merci. sur les 3 tiers, il y a Merci. Et qui prend le plus gros, que ce soit pour le conventionnel ou pour le bio? Non, non, pas du tout dans le bio. Vérifiez-le. Maintenant, vous avez posé une question précise, je vous réponds précisément. Le gain du bio, c'est pour la société, c'est pour l'environnement et c'est pour la prévention de la santé. Il y en a qui disent la santé n'a pas de prix. Alors il faut choisir. Mais c'est pour faire du business. Parce que nous, ici, sur ce plateau, on parle d'idées business pour les gens qui nous regardent. Un dernier mot, professeur. Non, je termine sur cet aspect. C'est que beaucoup de producteurs vous disent on ne peut pas ne pas utiliser les pesticides. On ne peut pas ne pas utiliser les pesticides parce qu'il y a des maladies au début, il faut les... Or, cette idée que les pesticides sont nécessaires est fausse, complètement fausse. Et en 90, la Finlande s'était fixé comme objectif de baisser les pesticides à 50%, l'utilisation des pesticides. Ils sont aujourd'hui à 70%. C'est-à-dire qu'ils sont au-delà de leur espérance, de ce qu'ils s'étaient fixé. Oui. Donc il y a tout à fait possibilité de produire sans pesticides. Mais avec des subventions. On peut enlever les pesticides et des subventions pour qu'il y ait un peu plus de production. Et puis peut-être avec cette loi, si elle entre en vigueur et si les textes sont appliqués, qui vont réglementer ce... Oui, et puis elle est entrée en vigueur. Oui, mais il faut que toutefois que les textes, tous les textes soient appliqués pour qu'on dise qu'elle est vraiment entrée en vigueur. Vous me disiez tout à l'heure... ce que je vais vous dire là est très important et peut-être délicat, mais je vais le dire quand même. Vous avez dit tout à l'heure que la consommation quel avantage économique? Il y a un autre avantage extrêmement important, et je crois que là, on en a parlé, c'est la santé. Et la santé, ça signifie la baisse des gens malades, c'est-à-dire qui représente un coût pour la société, un coût pour la mutuelle, pour l'État et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'aujourd'hui, on est pratiquement certain que beaucoup de maladies sont causées par l'utilisation de pesticides. Très bien. Et beaucoup de médecins vous diront que le développement des cancers au Maroc, qui s'est fait à une vitesse incroyable, a une origine alimentaire. Très bien. Malheureusement, le temps est écoulé pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, pour l'ensemble de vos éclairages. Je remercie aussi Badr Fartas qui était au téléphone avec nous depuis Rachidia et bien évidemment toute l'équipe technique en régie et ailleurs. Merci à nos chers téléspectateurs de leur fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV.